Bonjour, je crois bien qu'on est live et merci Lauren pour la présentation. Je vois déjà des messages, je vois déjà des messages qui arrivent si les gens ont des problèmes à m'entendre ou quelque chose du genre, hein. Peut-être on va regarder si tout fonctionne bien. On sait que les réseaux sont sursaturés un peu ces temps-ci. J'attendrai juste une petite confirmation de la part de peut-être Lauren. On est à distance, on travaille à distance. Et si tout est correct pour poursuivre avec ça. Oui, alors on a confirmation que tout est correct. Alors on va poursuivre. Vous avez une capacité, vous pouvez écrire des messages en regardant la vidéo. Je vais prendre des questions à partir de là, mais aussi d'autres questions. Et moi, je vais vous présenter certains sujets. Et suite à des questions qu'on a eues aussi, on a fait la même présentation en anglais, ou une présentation en anglais hier. Il y avait des questions qui sont arrivées à ce moment-là, puis moi j'en ai d'autres aussi il y en a d'autres qui sont arrivées, donc on va partager ça. Pourquoi une rencontre Facebook Live? En passant, je dis merci à Lauren, mais Lauren va débuter avec nous à temps plein au début mai, et elle va être la personne qui va être responsable des communications avec les membres. Et vous avez vu, elle fait un très bon ouvrage en ce moment, puis elle s'occupe des médias sociaux et c'est elle qui répond aussi aux questions quand vous en avez, qui vous écrivez qu'au post sur Facebook, c'est Lauren qui s'occupe des réponses et de regarder, de vous répondre. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Puis là, excusez, je vais me détourner pour lire et regarder mon autre écran parfois et mes questions. Euh, Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est parce on n'a pas beaucoup de chance et on n'en aura pas non plus dans les prochains jours et pour peut-être semaines à se promener un peu partout et à rencontrer les membres. Alors, c'est probablement le moyen le plus facile d'aller directement à vous et de répondre à vos questions et de pouvoir échanger un petit peu. Malheureusement, c'est pas bidirectionnel et on n'a pas choisi ce médium-là pour l'instant. On se fait les dents un peu sur ça. On avait le magazine ou le journal avant, le magazine. Ensuite, le site web qui est changé, notre infolette qui est aux semaines. Puis là, ben ça c'était un super de beau médium que je trouve le fun. Mais moi, j'aime beaucoup interagir avec les membres et j'aime ça quand les gens posent des questions et on puisse lire le non-verbal. En ce moment, le seul non-verbal que j'ai, c'est moi-même. Je veux avoir de vos questions. Ne vous gênez pas de m'en envoyer. Donc, pourquoi on fait ça? C'est pour interagir et pour pouvoir discuter avec les membres et vous informer. Le fait qu'on ait aussi le bureau est en ce moment évidemment fermé. On est tous à la maison. Et puis, euh, autant pour Angela qui est au membership, qui répond encore au téléphone, Jean-Claude, Lauren, moi, on travaille tous, et Tania qui est aux finances, on travaille tous à distance à la maison. Alors, on est capable de faire ça, on est capable de vous répondre et d'interagir encore avec les membres, mais quand même, c'est de vouloir vous informer, c'est ce qu'on veut faire. Donc, le bureau fonctionne toujours à 100%. Tout est là. On invite les gens à ne pas trop nous envoyer de courrier ou si vous avez des renouvellements pour votre membership, essayez de le faire par courriel, oui, par courriel ou en ligne sur le site internet ou appelez le poste que vous appeliez, le numéro de téléphone habituel, puis faites ça par carte de crédit, ce serait plus simple parce qu'on ne va pas au bureau et on n'ira pas au bureau pendant un bon bout de temps, peut-être une fois par 2 semaines, mais en ce moment, même, on a des gens qui demeurent au Québec, mais qui doivent traverser le pont pour aller à Ottawa, et là, ils commencent à avoir des petits problèmes avec la COVID-19, et ça va être réglementé, puis on n'est pas encore un service essentiel. Donc, s'il vous plaît, interaction courriel, téléphone, plus que papier. Qu'est-ce qui nous garde, je veux vous parler aussi de qu'est-ce qui nous tient occupés ces temps-ci. Ben, il y a beaucoup d'interactions avec Transport Canada, évidemment, les autres associations. On a 3 rencontres hebdomadaires avec Transport et plusieurs autres personnes. Il y en a peut-être même des gens qui écoutent en ce moment qui sont là, qui participent à ces rencontres-là. Il y a 3 rencontres par semaine. Différentes questions sont posées justement pour essayer d'avoir une idée de ce qui se passe avec la réglementation et comment naviguer dans les restrictions qu'on retrouve en ce moment un peu partout au pays. On s'entend il y a différents enjeux et pour nous, pouvoir avoir nos avions privés, de pouvoir se promener,
on a encore le droit, évidemment, je vais y arriver tantôt, j'ai des questions là-dessus, mais c'est que Transport Canada doit travailler avec l'Agence des services frontaliers, les autorités provinciales de santé, en plus du fédéral, parce qu'il y a quand même plusieurs juridictions, la sécurité publique, et il y a plein de dossiers. C'est entremêlé et essaie de débroussailler tout ça. Ils font un très bon ouvrage. Ce qu'on remarque, toutes les associations, on est d'accord pour dire qu'ils font quand même une bonne job là-dessus. Et on a les réponses aux questions qu'on pose. Copa en a posé quand même plusieurs ces derniers temps, surtout ce qui a trait à l'aviation privée, de pouvoir se promener dans nos avions privés et d'aller un peu partout, mais on va y revenir, et de revenir au pays aussi, ceux qui arrivent des États-Unis, les snowbirds. Ce qui nous tient occupés aussi, ce sont pas au Québec. Je présume que la plupart des gens qui sont en ligne en ce moment sont des francophones du Québec, vu que c'est la session française, mais il y a quand même des francophones ailleurs au pays. On en a quelques-uns dont la langue de choix est le français avec nous. On interagit et on essaie de donner un service bilingue à travers le pays, c'est possible, et on le fait. Mais en ce moment, présumons que c'est que plus au Québec, là, mais il n'y a pas d'élection au Québec cette année, et notre conseil d'administration a des élections dans d'autres régions. Mais ça nous tient occupés aussi à préparer les nominations et à mettre ça en ligne. Quand on est dans une région où est-ce qu'il n'y a pas d'élection, on ne voit pas les gens qui sont en nomination. Donc, ceux du Québec, vous ne verrez pas de grand-chose par rapport aux élections, mais c'est parce qu'il n'y en a pas en ce moment au Québec. Et c'est quand vous rentrez comme membre, ou quand vous rentrez vous faites un login en tant qu'avec votre numéro de membre, ben, vous verrez qu'il n'y a pas d'élection et vous verrez rien finalement. Mais ça nous tient occupés, c'est ce que je veux dire. L'autre point, ce dont je veux parler, on va parler, c'est pas nécessairement sur la COVID-19, puis je veux pas en faire un gros plat. Ce que je veux, c'est tester les fonctionnalités, voir comment vous appréciez, comment les gens apprécient en ce moment ce médium-là, et de pouvoir communiquer comme ça. Donc, je veux pas que ce soit trop long, je veux pas que ce soit plate. On va laisser le document en ligne, après la diffusion. Lauren va mettre ça là et vous pourrez retourner le voir par la suite. Fait que pas juste COVID, si vous avez des questions, là, parlons d'autres choses. J'en vois qu'il arrive certaines questions, là. Oui, mise à jour des connaissances, puis il y a une exemption donnée par transport pour les certificats médicaux, on va en parler, c'est Gilles Lambert qui me pose la question. Je vois vos noms aussi, hein, si vous êtes là puis vous me posez la question. Fait que je garde pas ça secret. Donc, j'ai dit mon introduction là-dessus. Les questions, je vais aller aux questions, puis par la suite, si vous en avez d'autres, vous m'en envoyez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu comme question? On en a eu une vingtaine, et voici, là ça touche, il y en a certaines qui touchent la COVID, puis d'autres peut-être pas, mais on va commencer avec ça. Une des questions, c'est que je vole, j'ai une licence de pilote privé, je vole seul ou avec des membres de ma famille. Et pendant la pandémie, est-ce on a un risque de s'exposer ou exposer les premiers répondants dans un cas si on avait une urgence? Quelle est la position de Copa sur le fait de continuer à voler en privé dans ces temps extraordinaires? La position de Copa sur ça est de respecter les normes en vigueur et ce que les gouvernements proposent et les autorités proposent, évidemment. Il y a eu, puis je l'ai présenté dans l'infolette la dernière semaine, si vous l'avez lu, c'était, jeudi ou vendredi dernier, la réponse de Copa sur la COVID, puis je disais qu'il y avait des consignes qui avaient été émises par l'Agence des services frontaliers qui disaient éviter le vol récréatif. Je vais juste aller voir exactement ce que ça dit. C'était les voyages essentiels ou non essentiels. Tourisme, récréatif, divertissement n'est pas considéré essentiel. Et Transport Canada dit la même chose aussi. Donc, la position de Copa, on n'ira pas à l'encontre des autorités, c'est s'il vous plaît, du récréatif ou du divertissement, c'est pas nécessaire. Ce qu'on préconise, c'est sûr que si vous êtes à l'aéroport et vous faites des circuits, puis vous partez de votre hangar, vous retournez à votre hangar, ce qu'on veut, c'est éviter des contaminations et d'aller dans des endroits où d'être près des gens, ou utiliser les pompes, ou laisser transmettre le virus, ou recevoir le virus. Évitez de faire ça. Donc, c'est sûr que si vous êtes seul et vous faites des circuits, vous n'allez pas prendre un café dans un autre aéroport, vous n'allez pas déjeuner ensemble avec d'autres pilotes. Ça, ne faites pas ça.
Ça, c'est la position de Copa là-dessus. Le minimum, la même chose que ce qu'on demande de ne pas se promener dans les régions présentement et de rester confiné à nos régions. C'est ce qui est préconisé par Copa. Question, suite à ça, je vois une question qui arrive de Martin Abud qui dit: durant la période, est-il bien vu de voler avec nos avions privés? Euh, j'ai eu des commentaires que, bien vu, la perception, c'est un peu la perception du public général avec les avions privés, avec nos avions, ça n'a pas changé beaucoup. Mais si on explique, ça dépend à qui on explique, là, mais de dire qu'on est confiné, on est seul dedans, on part seul, on revient seul, puis on est dans les airs, il n'y a rien qui se passe. C'est comme prendre la voiture, puis faire le tour du bloc, puis aller revenir dans notre garage, c'est un peu pareil. Mais éviter de peut-être aller aux stations, aller chercher de l'essence ou se ravitailler quand c'est pas nécessaire, que c'est du tourisme, c'est du récréatif ou du divertissement. Évitons pour l'instant de le faire. C'est ce qu'on a à dire, mais le reste, c'est le gros bon sens. Le gros bon sens devrait primer dans tout ça. Autre question qui est arrivée aussi, qui n'est pas de la COVID, mais on va y revenir avec la COVID aussi. Je me demandais où est-ce qu'on en était avec la reconnaissance du médical américain. J'ai entendu parler que COPA elle avait demandé à ce que nos licences d'ultra-léger soient reconnues pour qu'on puisse reconnaître le Basic Med américain. La question est correcte, mais c'est pas tout à fait ça ce qu'on a demandé. C'est qu'on demandait de pouvoir étendre, non pas donner les mêmes privilèges aux Américains Basic Med que nos privilèges de catégorie 4, médical catégorie 4, et que nos médicaux de catégorie 4 puissent être reconnus pour piloter des avions certifiés aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas présentement. C'est un petit peu complexe, mais ce que je peux dire sur cette question-là, c'est quand on avait proposé ça à l'ancien directeur des services médicaux du Canada, il était totalement contre. Il y a une nouvelle personne qui est rentrée, et Mme Samantha Wilson-Clark, elle est la directrice médicale de tout ce qui est médical, elle est la chef chez Transport Canada, la directrice en fait. Et elle est ouverte à regarder qu'est-ce qu'il y en est pour le Basic Med américain et comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer ou comment on pourrait voir cette catégorie-là au Canada. Et il n'y a pas plus tôt que... C'était à Montebello cette année, en janvier. Elle était là, elle a fait une présentation, puis on a eu le temps d'échanger un peu. Puis elle a dit qu'elle allait regarder ça, et c'était un des points qu'elle a été échangé ou qu'elle est sur la table aux rencontres bilatérales entre le FAA puis Transport Canada. Ces rencontres-là ont lieu une ou deux fois par année, puis c'était censé être en avril, mais je pense que ça va être déplacé. Mais donc le point est là et n'est pas mort, et il va y avoir probablement un échange entre le FAA et Transport Canada à cet effet. L'autre question, c'était concernant encore le pilote et le médical. Les pilotes, ça ressemblait pas mal à ça. Est-ce qu'on travaille? On travaille avec la OPA justement pour permettre à ce qu'il y ait une certaine réciprocité. Parce que ce n'est pas, il ne faut pas oublier, le Basic Med n'est pas reconnu par l'OACI. C'est donc confiné à rester à l'intérieur d'un seul pays. Donc les Américains doivent demeurer à l'intérieur de leur pays. Je crois que les Bahamas et le Mexique qui ont accepté, mais c'est quand même pas... le Canada n'est pas les Bahamas et le Mexique non plus. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Question de quelqu'un qui dit que j'ai mon inspection de 12 mois qui s'en vient bientôt. Nous, à la maison, on est confinés. Quand quelqu'un touche notre avion et si on donne notre avion pour l'inspection, il y a beaucoup de contacts physiques. Quelles sont les précautions est-ce qu'on devrait prendre et qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à ça? Et les précautions, oui, on peut aller amener notre avion chez les mécaniciens. Il y a une question sous-jacente à ça, c'est est-ce que les mécaniciens et les shops sont encore ouvertes? Oui, ce sont des endroits qui sont considérés essentiels par Transport Canada. Les aéroports, aérodromes et tout ce qui est endroit pour le ravitaillement, la mécanique, l'entretien, ce sont des services essentiels. Donc, la question, c'est premièrement, est-ce que je vais avoir une exemption si je n'ai pas pu faire mon 12 mois? Non, il n'y aura pas d'exemption et ce ne sera pas étendu, il n'y a pas d'exemption à ça. Le 12 mois est dû parce que la mécanique est essentielle. Les services de mécaniciens sont essentiels, donc sont là. Est-ce que j'ai des risques à laisser mon avion être là et le laisser aux mécaniciens pour qu'il y ait des virus? Ben, les entreprises qui ont ça, les
les ateliers de mécanique sont au fait de prendre les bonnes précautions, c'est ce qu'on m'a dit. Puis moi, j'ai même, pas loin de chez moi, pour mon avion, on m'a dit que quand ils prennent l'avion, ils laissent l'avion 24 heures dehors, ils désinfectent avant de rentrer, ensuite ils désinfectent avant de le sortir pour le redonner au client. Fait qu'ils utilisent les meilleures pratiques pour le faire. Ça veut dire que c'est libre à vous, encore, c'est le gros bon sens. Puis si vous pensez que vous êtes à risque, ben, n'allez pas porter votre avion chez le mécanicien. Là. Mais les mécaniciens devraient être encore en business. Ils ne sont pas fermés. Ce sont des services essentiels. S'ils veulent fermer, probablement c'est leur choix. Et si vous êtes dû pour votre 12 mois et que vous avez un problème, puis une exemption devrait être. On devrait regarder peut-être une exemption ou étendre votre 12 mois un petit peu plus loin, on m'a confirmé qu'on pourrait faire, on regarderait des cas par cas en passant par Copa pour aller demander à Transport Canada. Mais il n'y aurait pas de problème à ce que vous alliez chez le mécanicien. La réponse officielle c'est par Transport, justement pour le 12 mois, c'est il n'y a aucun besoin qui a été identifié pour exempter ou étendre la période de 12 mois parce que les AMOs, puis c'est le terme anglais, puis les mécaniciens, les AMEs, oui, les mécaniciens sont identifiés comme étant essentiels et devraient tous être là encore. L'autre question, c'était de demander au ministre, je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui sont IFR qui écoutent en ce moment, mais c'était d'étendre la période de 2 ans pour le IFR, pour le IPC, Instrument Proficiency Check. On a demandé à ça, et la réponse de Transport, c'est non pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs moyens de demeurer current et courant. Et le moyen, c'est soit les 666 que ceux qui sont IFR connaissent. Et en général, quand il y a une date qui arrive, vous allez arriver à votre date que vous devez avoir faire votre currency, votre Instrument Proficiency Check. Ben, c'est une date que vous connaissez et de se préparer d'avance, c'est possible. Puis de 90 jours avant la date d'arrivée de ça, vous pouvez faire votre vol et c'est votre date de 90 jours qui est encore en vigueur. Donc, si vous étiez dû le 1er avril, comme hier, vous auriez pu le faire à partir du mois de janvier. Et ben, 90 jours avant le 1er avril, dans les 90 jours de 2020. Et ça aurait été valide. Le 1er avril aurait été votre date butoir pour la prochaine fois aussi en 2022. Donc, c'est une date qui se prépare. Et l'autre point important, c'est que ce sont des aptitudes qui se perdent selon Transport et le Bureau de la sécurité des transports. Et c'est quelque chose avec lequel ils ne veulent pas jouer. Ils ne veulent pas étendre cette période de validité-là au-delà de ce qui est nécessaire parce que ce sont des aptitudes qui se perdent. S'il y a quelqu'un, encore une fois, ça m'a été mentionné, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose et ça lui cause un problème ou il y a un enjeu avec ça, ce sera du cas par cas et on pourra le regarder pour me demander de l'adresser directement à Transport. Alors, vous pouvez nous contacter, Jean-Claude ou moi, ou vous écrivez à Lauren ou vous écrivez à Copa et on pourra le regarder, c'est du cas par cas. Une autre question aussi, c'est est-ce que Copa pourrait demander une extension comme genre 90 jours à Transport Canada pour les qualifications d'instructeurs de vol, telles que les catégories 4 ou les autres catégories. On ne demandera pas ça parce que les écoles de pilotage ne sont pas déclarées, ne sont pas essentielles. C'est officiellement non essentiel, donc il n'est plus censé avoir d'instruction en ce moment. De faire la distanciation sociale dans un 152, c'est assez difficile. Je ne ferai même pas de farce avec ça, comment on peut le faire, mais en fait, non. Donc, les écoles de pilotage ne devraient plus fonctionner. Et Copa n'est pas pour ça. On a vu quelque chose qui est arrivé, j'ai vu quelqu'un qui nous a dit qu'il y a une école de pilotage en quelque part qui se vantait de dire qu'il prenait toutes les précautions à bien astiquer les avions, puis nettoyer, puis enlever tout ça, mais qui continue encore. Je pense que ça, socialement, c'est pas acceptable. Et on n'est pas pour ça. Une autre question qui est intéressante, c'est les certificats médicaux qui expirent. Premièrement, ben là, Martin, j'ai vu ta question. Non, pardon, c'est Gilles qui a envoyé la question. Est-ce qu'il y a une exemption donnée par TC comme pour les certificats médicaux? Ça, tu sais qu'il y en a une. Puis la mise à jour des connaissances, il va peut-être en avoir une. On va en parler, mais ce n'est pas, je vais y revenir tantôt. Les certificats médicaux, oui, il y a eu une exemption qui a été donnée, c'est un peu l'exemple qui est donné souvent. Là, cette fois-ci, c'était par rapport aux assurances. Est-ce qu'un certificat médical expiré qui vit ou survit sur une exemption, est-ce que l'assurance va reconnaître ça?
Et la question de ce membre-là, Gord Tessier de St. Catharines en Ontario, nous demandait ça. Il dit, j'aimerais ça qu'il dise spécifiquement. Et la réponse, c'est oui. Hier, sur l'appel, il y avait notre souscripteur de AIG qui était sur l'appel puis qui nous a confirmé, j'ai un courriel qui dit que oui, ils vont suivre. Et en général, les assureurs suivent ce que la réglementation dit. Et si la réglementation dit on donne une exemption qui étend la validité du certificat médical, alors ça suit ça et on a confirmation que oui. Donc, si votre médical est échu, vous avez un pépin, puis l'assurance dit votre médical est échu, non, ça suit la réglementation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Question concernant la chute. Je reviens à... C'est autre chose que COVID en ce moment, là. Et il y avait une question de la chute qui était fermée pour il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux, l'aéroport de la chute, l'aérodrome de la chute, a été fermé. Ensuite, je pense que c'était un PPR 24 heures. Ensuite, un PPR, bon là, j'ai appelé la ville, on a essayé d'échanger là-dessus. Et justement, l'échange a été fructueux parce que après ça, ça a été un PPR 6 heures. La raison pour laquelle la ville, c'est avec des discussions avec Transport, ce qu'on a eu, et que Transport va s'en occuper. La raison que la ville disait on peut le fermer, c'est parce que ce n'est pas nécessairement un vrai aéroport, c'est un aérodrome. J'ai compris que la définition n'était pas claire et que peut-être Transport, en disant que les ports et les aéroports sont essentiels et doivent rester ouverts, ce n'est pas la bonne chose et ils doivent mentionner aérodrome. Donc, ils vont probablement revoir le vocabulaire face à ça. En ayant discuté avec la ville de la Chute, c'est là qu'on est arrivé à un 6 heures de PPR, mais c'est probablement ce qui va se passer ou plus se passer dans les autres aéroports et aérodromes. Ne pas oublier qu'ils sont essentiels et peuvent et devraient rester ouverts, mais s'ils n'ont pas la main-d'œuvre pour les maintenir ouverts, ben à ce moment-là, et que les gens sont à risque et ont un coronavirus. Je veux dire, c'est la main-d'œuvre qui va dicter s'ils peuvent avoir les gens en place ou si l'aérodrome va rester ou demeurer ouvert. Il peut y avoir des services réduits, il peut y avoir des services modifiés, mais l'important, c'est si vous allez voler pour une raison qui est valide, service essentiel, peut-être vol d'espoir. Il y a peut-être des pilotes qui écoutent en ce moment qui sont avec vol d'espoir. Je ne sais pas si les vols sont encore, ont encore lieu. Peut-être que oui, peut-être que c'est considéré des évacuations médicales. Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas vérifié avant. Là. Mais si vous devez vous déplacer, vérifiez les NOTAM. Les NOTAM qui existent aux aérodromes où vous allez aller. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire. Donc, est-ce que c'est normal que les aérodromes, aéroports ferment? Ce n'est pas. C'est les opérateurs des aérodromes qui décident, qui ont le dernier mot finalement là-dessus, mais c'est un service essentiel. Il devrait demeurer ouvert. Autre question par rapport justement au NOTAM, est-ce qu'il y a une exigence pour qu'un gestionnaire d'aéroport émette un NOTAM sur la possibilité de manque d'essence ou de fuel à son aérodrome ou l'incapacité d'en donner ou de pouvoir, manque de main-d'œuvre? Il n'y a pas une réglementation à cet effet. Il n'y a pas une loi qui dit vous devez, mais en même temps, et les notables ne sont pas émis par Transport Canada, sont émis par NAV Canada. C'est les opérateurs d'aérodromes qui vont soumettre ça à NAV Canada, qui ensuite ça s'en va dans le fichier des notables. Donc, il n'y a pas de réglementation. En tout cas, j'en ai pas trouvé, puis il n'y en a pas pour l'instant que j'ai pu voir. Mais la réglementation, c'est juste c'est pas la réglementation, mais l'opérateur de l'aéroport a un volet sécuritaire. Il doit maintenir la sécurité de l'aéroport, de l'aérodrome, et les notables en font partie. Donc, ce serait de la bonne gestion et de la bonne gouvernance de l'aérodrome de pouvoir émettre les notables à l'effet qu'il n'y a pas d'essence ou qu'il n'y en aura pas. Mais il n'y a pas de réglementation comme telle. Si, en passant, les gens qui sont il y en a quelques-uns à l'écoute, là, et ceux qui écoutent, puis si vous avez une réponse à quelque chose, vous pouvez me l'envoyer, je vais la partager si je n'ai pas la bonne réponse. J'apprécie la critique ou me faire corriger. Il y en a beaucoup qui en savent beaucoup plus, ça c'est certain. Question, est-ce qu'à un moment donné, en ce moment, est-ce qu'il y a des restrictions de voler avec notre avion privé, de rentrer aux États-Unis en avion privé? Et est-ce que ça fait partie de la quarantaine qu'on a en ce moment? J'en ai
pas d'idée. Je ne sais pas ce qui se passe. Ben, je sais ce qui se passe un peu aux États-Unis, mais par rapport à ça, c'est le FAA, puis je sais pas, on s'occupe un peu plus de ce qui se passe au Canada. Ce que je sais, c'est que des citoyens canadiens qui sont aux États-Unis présentement ont le droit de s'en venir et de revenir au Canada, au Canada, sont même invités à le faire, mais de se mettre en quarantaine par la suite. Fait que les avions privés, les snowbirds qui sont aux États-Unis devraient s'en venir le plus rapidement possible, on va dire. Vérifier avec les douanes, avec CanPass. Ça, c'est un dossier qui n'est pas tout à fait clair, qu'on a demandé aussi à Transport Canada de clarifier pour nous. CanPass, est-ce que ça fonctionne toujours? Quelles vont être les restrictions aux douanes? Probablement, oui, les gens vont devoir s'isoler en arrivant. C'est comme tous les autres voyageurs et ils peuvent arriver dans leur avion privé. C'est comme si on arrive aux douanes en voiture. C'est un moyen de transport qu'on a. Un petit peu plus privilégié peut-être en avion, de le faire en avion, mais c'est un moyen de transport et on arrive aux douanes et on s'isole, on fait comme les autres qui arrivent, qui traversent la frontière en voiture. Autre question qui n'est pas COVID, celle-là, j'aime mieux qu'on s'éloigne un peu des fois de ça. Là. Je veux m'acheter un avion dans les prochaines années, probablement autour de 100 à 200 000 $. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il y en est de la taxe proposée de 10% pour les ventes d'avions? On a eu une belle campagne. Quand c'est sorti, c'était une promesse politique qui est probablement une promesse populiste qui a plu à plusieurs personnes. Et puis, en fin septembre, je crois, quand il y a eu quand on a su que le gouvernement qui était en place, qui était après la sermentation des ministres, on a demandé aux membres de pouvoir écrire à leurs députés. Et suite à ça, moi, j'ai écrit une lettre aussi. Mais juste pour vous dire que les lettres qui ont été envoyées aux députés, il y en a eu des centaines. On était copiés sur ça. J'ai demandé d'être copiés. On était copiés sur des centaines. Peut-être qu'il y en a des centaines qui ne nous ont pas copiés. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, la défense d'intérêt. Ce n'est pas juste une association, une personne. C'est pas juste le président de COPA qui fonctionne puis qui voit le ministre ou le sous-ministre, tout ça. C'est quand les gens s'en mêlent et quand les gens appellent ou écrivent leurs députés. Poliment, avec des raisons, on a fourni aux membres, je me souviens dans l'infolette, on a fourni aux membres une lettre type à envoyer aux députés, à leurs députés, en copiant le ministre. Et la lettre était assez claire que ça. J'ai vu des réponses de députés qui m'ont copié aussi en disant qu'ils étaient très contents d'avoir reçu cette lettre-là et qu'ils allaient s'en occuper quasi personnellement. Ça leur fait quelque chose à faire. Ils aiment ça répondre à leurs concitoyens, puis ils aiment ça être là pour les gens. Fait que quand vous prenez le temps d'écrire, ça fonctionne très bien. Mais je dis dans le respect et poliment. Ça s'est fait correctement. Fait que je pense que la réponse a été très bonne. C'est que c'est arrivé de quelques centaines de personnes. Bill Morneau a reçu ça sur son bureau. Suite à ça, moi, j'ai écrit à Bill Morneau en lui exposant les faits, un peu ce que ça représentait, que c'était probablement, ça devait être beaucoup plus dur pour eux de mettre ça en place, qu'il y a des difficultés à définir. Ça dit de taxer tout avion personnel de plus de 100 000 $ alors que le terme avion personnel n'existe pas dans la réglementation. Même lui, il a dû faire ça va être compliqué ça. Fait que suite à ces envois-là, la réponse qu'on a eue il n'y a pas longtemps, et on l'a publié dans notre infolette, c'est pas évident, là, mais il y a un paragraphe qui me laisse, je demeure optimiste avec ça. C'est qui dit que, ouais, ben, eux autres, ils mesurent l'efficacité d'une taxe ou d'imposer un nouveau barème de taxation basé sur l'efficacité de la mise en place et le retour sur l'investissement, disons. Et la dernière phrase de ce paragraphe-là était quelque chose comme merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ça. Ça va nous aider à cet effet-là. En tout cas, là, ça ressemblait à ouais, on n'avait pas vu tous les côtés de la médaille. Je dis pas que ça ne sera pas fait, mais la taxe de 10%, je pense qu'elle va être placée sur le rond d'arrière pour le back burner, comme on dit, pour un bout de temps. C'est ce que j'espère. Donc voilà pour le 10%. Si jamais on a vent de quelque chose qui s'en vient, on entend par rapport à que ça va peut-être être dilué dans un bill omnibus, ça dépend, là, avec la petite affaire qui change la réglementation ou la taxe, là, on est à l'affût de ça. Il y a d'autres associations qui vont nous en parler aussi. S'il y en a qui sont au courant de ça, mais nous, on garde tout ce qui sort, tout bill, tout ce qui sort aux communes, on essaie de jeter un coup d'œil là-dessus, tout ce qui peut affecter l'aéronautique. Et si jamais ça se reproduit avant que ça aille en lecture, on va demander votre aide encore pour pouvoir aller voir nos députés. Et de pouvoir le faire, de faire des campagnes de lettres comme ça et d'information ou d'aller cogner à la porte des députés. Ça fonctionne toujours bien.
Autre question. Qu'est-ce qui arrive avec CanPass? Il y en a plusieurs que ça fait plusieurs. Il y en a que ça fait plusieurs mois qu'on attend. Je n'ai pas de réponse à ça. Hier, j'avais la rencontre avec. On était 300 sur l'appel, là, je pense. On avait la rencontre avec Transport Canada et je posais la question de qu'est-ce qui peut se passer avec CanPass. Je vous dis la réponse qu'on nous a donnée. Et c'est d'autres départements qui regardent et qui travaillent avec CanPass, d'autres que l'aviation civile. Il y a d'autres choses. Chez Transport, c'est parce que CanPass, c'est pas juste bon pour l'aviation, c'est aussi toutes les entrées, euh, je pense que le rail peut-être, mais en tout cas, CanPass, c'est pour pouvoir rentrer facilement au Canada. Des gens préautorisés. Fait que l'aviation civile de Transport Canada va se faire informer puis ils vont nous revenir avec ça. Il n'y a pas d'autre chose par rapport à CanPass. Je reviens aux questions posées. On me fait signe qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, c'est parfait. L'ADSB au Canada, est-ce qu'on pense avoir ou ne pas avoir à mettre la diversité d'antennes, donc l'antenne en haut vers les satellites? Non, je pense pas. J'ai vu les résultats, les essais qui ont été faits avec l'antenne en bas. L'ADSB aux États-Unis, ça a été implanté au sol. C'est le seul pays qui le fait comme ça. Et tout le reste du monde, ça va être probablement satellitaire. Il y en a certains qui vont peut-être en faire au sol, mettre des stations au sol, mais ce n'est pas la raison d'être. Il y en a qui vont, dépendant de la grosseur du pays, si ça prend 3 stations, le sol, c'est correct, là, comme la Suisse, peut-être, je ne sais pas. Mais au Canada, c'est impensable et d'autres pays non plus. Beaucoup se sont abonnés et vont prendre les services de Aireon, qui est l'ADSB satellitaire et non pas là. On a vu les tests des avions qui étaient avec l'antenne sous l'avion, l'ADSB, donc l'antenne de transpondeur, et comment les satellites les percevaient. Et ce qui est arrivé, c'est que le signal se perd et des fois il se perd pour plus d'une minute. Perdre pour plus d'une minute, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation IFR, ça veut dire que ces avions-là ne peuvent pas, si on regarde juste ce que le satellite voit, parce qu'éventuellement, s'il n'y a pas de radar au sol, c'est le satellite qui va guider, qui va donner le signal au contrôleur aérien. Donc, ce n'est pas assez, ça ne répond pas à la norme ADSB qu'on veut pour la séparation IFR. Par contre, pour du vol VFR, du suivi de vol, pour être vu, dire ah oui, je vous ai sur le radar, c'est correct. Ça va être correct quand ça va juste être les satellites. Ce n'est pas demain que ça va être juste des satellites. Ce n'est pas demain que l'ADSB va être strictement satellitaire pour notre aviation générale. Si vous vous souvenez, on parlait il n'y a pas longtemps, peut-être après 2023, c'est déplacé, ça va être après ça. Parce que même pour l'ADSB, pour les plus gros porteurs, il n'y a pas de mandat encore de défini. Ça va être repoussé pour un petit bout de temps, peut-être pour les plus gros porteurs 6 mois, 1 an, mais l'aviation générale, c'est pas encore là. Et Copa n'est pas encore derrière l'ADSB pour dire oui, oui, ADSB. Ce qu'on veut, c'est que oui, on sait que c'est très sécuritaire, mais ça coûte encore cher mettre de l'ADSB. Notre point de discussion avec ça, je m'étends un peu plus que l'antenne, désolé, mais le point pour nous, c'est donnez-nous-en pour notre argent. Donner, là, je parle à Transport, à NAV Canada et aux gens qui vont faire la réglementation, on veut en avoir pour notre argent avant d'installer quelque chose d'ADSB dans notre avion. Soit un suivi plus rigoureux, et possiblement de remplacer les balises de détresse, les ILT. Ceux qui ont suivi ce que je fais et ce que j'écris, j'avais écrit dans la presse déjà là-dessus, suite à l'événement du président de Savoura. Les balises de détresse qui ne se déclenchent qu'à 62%. Et oui, ça prend quelque chose pour complémenter les balises et pour les supporter. C'est la ceinture, puis les bretelles, oui, ben ça prend les bretelles. C'est ça que ça prend. Fait que l'ADSB satellitaire qui va pouvoir faire quelque chose comme les balises de détresse, c'est en branle. Le développement est en train de se faire. Ça, je sais que c'est en train de. Ça va s'activer. Ce n'est pas très cher. Et ça va être ceux qui vont avoir de l'ADSB puis qui vont être vus par les satellites, ben, le programme est en train de se développer pour pouvoir détecter qu'il est arrivé quelque chose et remplacer le système de balise. Pas remplacer, complémenter, mais jouer un peu l'équivalent d'un système de balise. Encore là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va nous donner, qu'est-ce que ça peut remplacer dans nos avions et combien vont coûter ces systèmes-là qui vont être en place. Donc, nous autres, on regarde ça, on est vraiment, on est dans
on est sur le sideline, là, on est dans l'aréna, puis on regarde ce qui se passe à la patinoire, mais on essaie d'influencer aussi ce qui est là. Et des fois, on va sur la glace avec les gens comme Nav et Transport pour pouvoir influencer ce qui va se passer pour notre aviation à venir. Et surtout l'ADSB, qui est important. Parce qu'on va l'avoir, on ne se le cache pas, c'est sûr, on va l'avoir, mais à quel prix? Et il y a encore là des négociations qui arrivent de est-ce qu'on va se faire aider financièrement pour le faire? Et c'est très possible. C'est drôle qu'il n'y ait pas d'interaction, il n'y a personne, je suis tout seul. Puis, je suis sûr qu'il y a des mails qui se lèveraient en quelque part pour jaser puis dire j'ai entendu parler de ci, j'ai entendu parler de ça. Gênez-vous pas d'écrire aussi. Question sur l'environnement et notre capacité de voler de manière récréative. Évidemment, les changements climatiques et qu'est-ce qu'il y en est là, le COVID, la pandémie, les résultats, tout ça, l'activité humaine. Est-ce que COPA, quelle est notre position et qu'est-ce qu'on fait pour, encore, parce qu'on a toujours à justifier notre existence auprès du public ou de certaines personnes de dire ah oui, on vole avec nos avions privés pour le plaisir, pour ci, pour ça. L'interprétation qu'ils en font n'est pas la même que ce que nous on a. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre et qu'est-ce qu'on fait COPA pour s'assurer qu'on puisse être vu quand même correctement, comme environnementalement correct? C'est arrivé, ça a été amené lors d'une discussion au conseil d'administration en octobre dernier, mais c'est quelque chose que je proposais de allons-y donc pour mesurer notre empreinte environnementale avec l'aviation générale. Qu'est-ce qu'il y en est? Et pour la bonne conscience aussi de tous et chacun, qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser avec ce qu'on fait. Fait que les mesures qui ont été prises, j'ai vérifié auprès de la OPA et nos associations sœurs en Europe, eux sont un peu avant-gardistes par rapport à nous. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des mesures qui ont été prises, mais encore, c'est pas clair, puis plusieurs interprétations peuvent être données, mais la question qui m'a été posée, c'est quelle est la position de COPA? C'est on sait, on doit être à l'avant-garde de ça et arriver avec des réponses un peu toutes qui sont préparées. Ceux qui sont sur l'appel, ou précédemment, vous savez que j'étais aussi avec Aviateur Québec. Et il y a quelques années, il y avait eu le petit guide du pilote d'hydravion, qui était une belle inspiration pour pouvoir faire des choses comme ça. Le guide du pilote d'hydravion était si on arrive sur un lac en quelque part avec des gens qui disent t'as pas le droit d'être là, t'as pas le droit. C'était vraiment voici les réponses aux questions que je devrais que je peux avoir, qu'est-ce que je peux répondre et qu'est-ce que je devrais répondre. Ce serait la même chose. J'ai l'intention et je veux travailler à quelque chose de la même chose pour l'environnement où que quelqu'un dirait vous savez, vous polluez, vous autres. Hein? Ben, ce qu'on dit en anglais, là, un cheat sheet, là, une feuille réponse là, de ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on répond à des gens qui nous posent des questions par rapport à l'environnement? Ce serait ce même scénario-là que je veux présenter que ce qu'on avait pour le guide des pilotes d'hydravion. C'est dans ce sens-là. On sait qu'on doit faire notre part et au moins pouvoir la défendre correctement. Autre question. Est-ce que COPA développe quelque chose, un programme similaire pour les adultes que COPA pour les jeunes? Ben, il y en a un, puis ça s'appelle Découvrir l'aviation générale, et c'est de pouvoir emmener un autre adulte avec vous en avion. Un autre adulte qui peut être un voisin, n'importe qui, un adulte, quelqu'un qui ne ferait pas partie de COPA pour les jeunes. Donc, cette personne-là peut embarquer avec vous, monter avec vous, mais ce que ça donne, c'est que c'est le même programme que COPA pour les jeunes et c'est de dire que vous avez l'assurance supplémentaire jusqu'à 2,5 millions et pour pouvoir amener cette personne-là en avion avec vous. Mais vous devez vous inscrire juste avant le vol. Fait que c'est un programme où quelques jours, ou même juste avant d'embarquer, là, par téléphone, j'embarque la personne, parfait, c'est telle personne, on s'en va voler, pouf, c'est tout. Vous avez l'assurance supplémentaire, vous avez la protection de ça. Et si la personne est intéressée de suivre un cours, vous pouvez juste faites un X après le vol. Oui, la personne veut suivre un cours. On offre, il est en anglais pour l'instant, on travaille à le traduire, mais c'est le cours de pilote privé en ligne gratuit. On offre gratuitement le cours de pilotage de pilote privé en ligne. C'est gratuit, mais c'est juste en anglais pour l'instant, désolé. Et c'est offert à tous les jeunes de 14 à 17 ans qui font COPA pour les jeunes, et c'est offert à tous les adultes aussi qui embarquent avec Découvrir l'aviation générale que vous trouvez sur notre site web dans Voler au Canada. Je crois que c'est là-dedans, là, Voler au Canada, Découvrir l'aviation générale, vous allez voir les détails là-dedans pour vous inscrire et inscrire votre personne.
Je continue. Genre, là, je peux même pas m'interrompre moi-même. Ça, c'est le fun. Il n'y a personne qui. Il y avait une autre question. Bon, je l'ai annoncé, je quitte au début juillet. Et il y a une question qui est arrivée hier que je reprends aujourd'hui pour vous. Là. Quels sont les buts et les attributs de mon ou ma successeur? Qu'est-ce que je vois comme attribut nécessaire? Ben moi, ce que je vois, c'est vraiment de pouvoir établir des relations et de maintenir des relations. Le poste que j'ai là est beaucoup basé sur les relations, très peu sur la technique et la connaissance de la réglementation. Ce n'est pas ça qui est l'important, je pense. L'important, c'est de pouvoir établir et de maintenir un dialogue, des discussions et de faire avancer l'aviation générale au pays et de maintenir les droits acquis qu'on a là. C'est ce que je vois. Je ne veux pas m'étendre plus sur le sujet. Je sais il y a eu il y a eu des gens qui ont postulé. Le processus n'est pas terminé. Puis s'il y en a qui sont intéressés, il y a toujours sur le site web de Copa, il y a l'emploi chez Copa. La description est là. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, allez-y. Mi-juillet. Après ça, je vais aller voler puis je vais me promener un petit peu partout. Um, les, L'autre question que je vois, c'est par rapport le vol aux instruments. Donc, j'en ai parlé tantôt, qu'il n'y aura pas d'extension pour ça, et ce n'est pas vu comme tel parce que les aptitudes de voler aux instruments c'est une aptitude qui se perd et le BST avait considéré que c'est pas sécuritaire. Euh, une autre question ça vient d'hier aussi, c'est concernant une école de pilotage qui vient de, c'est Rockcliffe, là, pour ne pas le nommer, qui dit, vu qu'on est fermé et que la seule source, l'école de pilotage est notre seule source de revenus, et que l'aéroport de Rockcliffe existe parce qu'il y a un club de pilotage à Rockcliffe, est-ce que Copa va défendre les intérêts de Rockcliffe et supporter pour que on ait des fonds du gouvernement pour continuer à opérer l'aéroport de Rockcliffe, qui est un des plus vieux aéroports d'aviation générale au pays? Ma réponse est que ça touche plusieurs volets et ce n'est pas nécessairement juste l'aéronautique. Copa va évidemment vouloir parler pour défendre et garder l'aéroport de Rockcliffe ouvert, mais s'il y a une entité qui est là, puis que c'est cette entité-là qui fait vivre l'aéroport, ben, il y a d'autres programmes qui viennent d'être mis en place, dont perte de 30% du revenu peut être subventionné par le gouvernement. Donc, il y a plein d'autres choses. On va être là pour supporter l'aéroport, oui, mais les entreprises qui sont là, mais c'est au-delà du mandat de Copa. Donc, je, je dis juste à ces gens-là. Et à Rockcliffe, oui, on va supporter l'aéroport, mais pour le reste, c'est au-delà de notre mandat. Question, s'il y en a qui... Ah oui, après avoir utilisé le nouveau site de planification de vol de NAV Canada, j'aimerais savoir si Copa est en train de activement ou fortement défendre ou faire opposition à ce nouveau site-là. J'aimerais bien qu'on puisse garder l'ancien site en ligne. Effectivement, et j'ai eu deux sessions déjà de travail avec NAV Canada pour dire que le nouvel outil qui est en place, c'est FPS Plan de vol, je crois, ne vaut pas vraiment grand-chose. Je pense que ça fait 10 ans qu'il est en développement, puis il a justement l'air de quelque chose qui date d'il y a 15 ans. J'ai suggéré fortement à NAV de plus investir d'argent là-dedans. C'est un outil, je sais, qui a été développé pour les gens d'FSS, pour les gens internes, puis bon, ils ont voulu étendre ça à d'autres choses. Et pour les pilotes. L'ancien outil ne fonctionne plus avec les nouveaux, notamment ACI. C'est un peu pour ça qu'il est là, mais il était facile à utiliser, c'était différent. Puis le nouveau, pourquoi ne pas mettre d'argent à intégrer la météo et la planification de vol dans soit les outils qui sont gratuits, Flight Plan Go, 4Flight et des choses comme ça, ou s'intégrer ou autre chose totalement, ou même peut-être se faire donner à tous les pilotes par nos frais qu'on paye, peu importe, de regarder d'autres choses que ce nouveau site-là. Et ça, c'est clairement, on a dit un gros X sur le nouveau site, là. Non. Il y a des failles, ça fait 10 ans que c'est en développement, 10-12 ans. Il y a des failles, ça ne fonctionne pas. On voit, si un OTAM d'un aérodrome qui est fermé, ben, il arrive 9e après, l'exemple typique, c'est vraiment la chute, c'est arrivé ça. Et on m'a envoyé les NOTAM, et le fait que il y avait
un aéroport, ils voulaient s'en aller à un petit aéroport pas loin, un aérodrome pas loin, et la note que l'aérodrome était fermé était le huitième, alors que ça disait ne pas voler ton 737 MAX en haut de cet aérodrome-là, ne pas aller au Koweït, et des affaires aberrantes, fait qu'on n'a même pas le goût d'y aller. Fait que c'est clair, l'exemple a été donné aux dirigeants dans le Canada. Donc, on est encore pour parler, mais on va voir où est-ce que ça va aller. Ils sont très ouverts, ils comprennent très bien que c'est pas le site le plus fonctionnel et ça ne nous sert pas. Donc, on va voir ce qu'il y en a là-dessus. D'autres questions? La chute, oui, on a parlé de ça. Qu'en est-il du EIR? Ça, j'imagine que ça sent... C'est André. En route IFR, ça doit être ça. Et, ou peut-être quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore en COPA. On est d'accord, quand on sait qu'il y a un besoin, c'est notre ami André Durocher qui a proposé ça, qui a même des nouvelles plaques d'approche, qui a des choses qui fait des... C'est un merveilleux... un défricheur. Il nous fait penser pas mal différemment. Et le En route IFR, ben, c'est un dossier qu'on suit. On n'est pas beaucoup pour le faire avancer chez Copa. Comme vous savez, c'est pas une équipe comme à OPA là, qui ont 250 personnes. Mais c'est un dossier qui est très intéressant. Puis c'est quelque chose qui est probablement de longue haleine. C'est de pouvoir, si je me souviens bien, là, c'est pas du full IFR. On décolle VFR, on s'en va en top, mais avec des plaques d'approche, ou pas des plaques d'approche, mais il faut que ce soit VFR où est-ce qu'on arrive. Ça ressemble à du on-top, mais c'est aussi de pouvoir passer à travers les nuages. Donc c'est ça, c'est pas décoller VFR, mais c'est décoller avec du IFR, mais de s'assurer que c'est VFR et qu'on n'ait pas à faire une approche IFR au bout. Et ce dossier-là, c'est correct, mais c'est en train d'être évalué par Transport, qui, eux, regardent vraiment puis je pense qu'Aviateur Québec aussi a travaillé avec André ou travaille encore avec André là-dedans. Fait que le projet, il n'est pas mort. C'est quelque chose qui est là, mais c'est petit bout par petit bout, évidemment. Puis quand on pousse pour le faire avancer, dès qu'on a une opportunité d'en parler ou de parler de réglementation ou de licence ou de sécurité aussi, ça sort ça aussi. Et c'est toujours un petit quelque chose qui nous fait penser à où est-ce qu'on en est avec le En route IFR. Fait que je peux pas dire que c'est pas mort, mais on le fait rouler, on le fait avancer comme on peut, avec les gens de transport aussi. Mise à jour des connaissances, 401.05, une exemption a été donnée par TC comme les médicaux. Est-ce qu'une exemption? Non, ça n'a pas été donné. On pourrait la demander. Selon le ton, puis ce que je vois dans les rencontres avec Transport, en ce moment, ils éteignent des feux. Je veux dire que l'aviation générale, puis ce que nous on fait, c'est sûr qu'on a une énorme quantité de membres au pays, puis on est très respecté, mais ils répondent beaucoup plus aux voyageurs puis aux lignes aériennes. Puis, quand j'ai demandé pour l'IFR, c'était est-ce qu'on peut avoir une exemption, là, ils ont passé, j'ai eu des réponses, puis même le Bureau de la sécurité des transports. Ça a été, voici la réponse, ça a été donné assez rapidement. Pour la mise à jour des connaissances, je vais la demander, mais je ne pense pas qu'ils vont dire oui. Ils vont dire il y a tellement de manières de se faire une mise à jour de connaissances, justement, comme peut-être exactement Facebook Live. La question a été posée hier de donner une mise à jour de connaissances via vidéo comme ça. Et il faudrait pouvoir, probablement qu'ils vont demander pardon, un mécanisme de valider qui était en ligne. Probablement, c'est très possible, mais je peux demander, au lieu de demander une exemption, moi je demanderais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous nous donnez l'autorisation de penser différemment et de le faire en ligne comme ça? Mais je vais quand même poser la question pour une exemption, puis je doute qu'on l'ait, par exemple. Merci Gilles Lambert. L'Assemblée générale annuelle de Saint-Jean serait-elle reportée ou annulée? Elle est reportée. Paul Desruisseaux. Bonjour Paul. Ça va être reporté. Je veux parler aussi de IAOPA. L'Assemblée de Saint-Jean est reportée possiblement, on pensait fin août, peut-être septembre, mais là, il y a les montgolfières. On n'est pas sûr encore quand est-ce qu'on va le faire. Mais oui, c'est reporté. L'Assemblée générale comme telle, non, excusez, je vais corriger. Le Congrès est reporté. L'Assemblée générale annuelle se doit d'être tenue à l'intérieur de 6 mois de la fin de l'année fiscale. Donc, on doit donc le faire avant la fin juin. Elle va être faite via Facebook Live, ou elle va être un moyen comme ça, une méthode comme ça. Ça va être en ligne, ça va être du streaming. C'est comme ça qu'on va faire la GA. Et donc, ça va être une présentation comme je fais là. C'est probablement moi, puis on va voir les membres du conseil d'administration qui vont embarquer. On va trouver une autre manière, mais la GA va se faire avant la fin juin.
le congrès, le rassemblement, la foire commerciale d'une journée et demie, 2 jours va probablement se faire. En ce moment, je vais juste valider avec le conseil d'administration la semaine prochaine, mais ça risque fort d'aller à 2021. Parce qu'avec ce qu'on voit, les restrictions qui s'imposent, les montgolfières qui n'auront peut-être pas lieu, essayer de planifier ça. Puis si on n'a pas les commanditaires, puis les gens ne veulent pas nécessairement se déplacer, même si on regarde fin août, ça se peut que ce soit difficile. Fait qu'on va peut-être aller en 2021, Paul. Et là, si je parle de IAOPA, l'international de toutes les AOPA et les COPA de ce monde qui s'en venaient à Montréal en fin juin, c'est aux 2 ans, cette rencontre-là, et là, on a décidé de la reporter en 2021. Ça va s'appeler IAOPA 2021. On parle d'à peu près 175 délégués, donc les présidents et vice-présidents d'associations comme moi de partout au monde. L'an passé, moi, j'étais allé en Nouvelle-Zélande avec ça. Ça fait partie de l'AOPA, IAOPA, pardon, et avec un siège ou un secrétaire qui est à l'OACI pour ce qui est de tout ce qui est aviation privée et aviation générale. Pour ceux qui le connaissent, c'est Frank Hoffman qui est notre secrétaire à l'OACI. Et donc, les présidents d'associations d'aviation générale vont être à Montréal, mais en 2021, c'est reporté. Ça va se faire au Fairmont. Et ça va être une semaine avant Oshkosh. C'est du 19 au 24 juillet 2021. On reporte IAOPA. Donc, on aimerait ça amener le congrès de Saint-Jean juste la semaine avant, si c'est possible. On va essayer de voir si c'est possible. Si ce n'est pas, ben on va replacer le congrès de Saint-Jean. IAOPA s'est déplacé. Dans un contexte, Jean-François Charette, qui est, oui, dans un contexte, ouais, fait qu'on a des non-membres qui sont avec nous ici. N'a pas bonne presse vis-à-vis de l'opinion publique. On n'a qu'à penser au lever de barricade contre le bruit des nouveaux aéroports. Pourquoi COPA n'appelle tout simplement pas la solidarité de ses membres de rester chez eux, de ne pas voler tout court en cette période de confinement pour ne pas s'attirer davantage des foules de l'opinion publique? Ben, Jean-François, je pense que c'est ce que les gens font. Il y a toujours des gens qui sont assez marginaux pour dire oui, je vais continuer à aller à l'épicerie, je vais aller fiancer ma fille, comme on a vu pour le monsieur de la ville de Montréal. Il y en a qui vont toujours être vraiment à part des autres. Et ce qu'on dit, nous, c'est utiliser le gros bon sens, puis je ne vais pas. On demande de ne pas faire de vol de récréatif, de divertissement, justement, puis de suivre les règlements des autorités. Fait que on n'est pas une autorité, on n'est pas un organisme de réglementation, on dit de faire ce que les bons citoyens devraient faire. En général, moi, je ne vais pas voler, les gens que je connais ne volent pas non plus, tout le monde est confiné chez eux, et c'est le gros bon sens qui prime en ce moment, et on n'est pas au-dessus de la loi, on n'est pas au-dessus de la réglementation là-dessus. Fait que on en appelle au gros bon sens des gens, puis de suivre ce que nos autorités disent. Concernant les avions commerciaux et les vols réguliers, le distributeur d'essence doit aviser la direction de l'aéroport et ensuite émettre un notam. Ah, ok, merci Martin. Donc c'est la réponse. Distributeur d'essence doit aviser et ensuite émettre. Ok, mais ça c'est pour si je comprends bien, c'est les distributeurs d'essence si eux ne peuvent pas. Oui, mais si l'aéroport lui-même veut faire quelque chose, ou l'aérodrome il veut faire quelque chose, ben, est-ce qu'il doit émettre un notam? Ben, il devrait, pour la sécurité de tout le monde. Ça fait le tour des questions que j'ai là. Je ne vois pas d'autres questions. Bon, t'en as d'autres questions? Oui, 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 oui. Oui. Je lis d'autres choses de Jean-François qui dit est-ce moi ou nos amis de transport ne font pas la différenciation en ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas entre un Boeing et des avions de loisirs? C'est vrai et c'est un petit oubli et c'est à ça que servent des associations comme COPA quand on dit que le communiqué officiel émis le 31 mars est clairement écrit dans l'esprit de l'aviation commerciale et nullement dans l'esprit de la petite aviation. C'est l'aviation, si l'aviation générale compte pour 9,3 milliards dans l'économie du pays, c'est beaucoup. Quand on le rappelle et on le martèle,
Ah, ok, oui, c'est vrai, c'est important, mais ceux qui perdent dans le change là-dedans, c'est des emplois, les 15 000 mises à pied chez Air Canada, les mises à pied chez Transat, les mises à pied un peu partout. Fait que l'économie et ces gens-là ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir sur toute l'économie. Fait que c'est sûr que, et pour le public aussi, l'opinion publique roule avec que si on n'est pas dans les lignes aériennes, puis on n'est pas capable d'aller au Mexique avec nos avions, on est quoi? C'est juste des jouets pour nous autres. C'est notre rôle, Jean-François, de faire ça et de ramener ça à sa juste valeur dans l'économie canadienne et l'importance de l'aviation générale, parce qu'on a il n'y a pas juste les lignes aériennes, là, mais il y a tous les opérateurs, et même les plus petits, là, même les non-linors, les Air Inuit qui sont quand même assez gros. Mais dans le reste du Canada, là, il y a des centaines d'opérateurs qui ont un ou deux avions et c'est tout. Et ça, c'est de l'aviation générale. Quand c'est pas du 705 ou du 702, ben, ça va être du 702, 703, des choses comme ça, mais quand c'est pas les lignes aériennes qui amènent des passagers sur des vols réguliers, ces opérateurs-là en souffrent beaucoup. Et oui, l'aviation générale est là. Fait que c'est pas juste les gros porteurs, il y en a beaucoup qui sont affectés. Puis nous, on est là pour remettre les pendules à l'heure par rapport à l'aviation générale et l'aviation de loisirs aussi. Mais je ne veux pas utiliser le terme loisir. J'essaie d'éviter le terme loisir quand on parle, parce que c'est pas juste pour le fun. On est là pour, c'est justement les petits opérateurs. On a nos membres qui sont des opérateurs qui ont deux, trois avions, puis qui ont quand même une entreprise à faire vivre. La petite aviation comme telle, quand on dit ça, c'est considéré aussi petit. Je parle, moi, de l'aviation générale, en général. C'est comme ça qu'on va le faire. Gilles Lambert qui me dit ne pas oublier que les voyages interrégions sont interdits. Ben, effectivement, ça aussi, on dit à nos gens aussi, tu vas pas aller te promener, je vais pas aller prendre un café à Victoriaville. Non, je vais pas faire ça. Rester chez nous, puis de faire ça, on aime mieux rester chez nous pour éviter justement de se promener de région en région et au moins ne pas aller atterrir. Mais si c'est comme je disais tantôt, si c'est comme aller faire le tour du bloc en voiture, ben, on peut bien le faire. Hum, Qu'est-ce que. Oui, ben oui, Gilles Lambert. Aviateur Québec offre l'application Facebook Vol d'accompagnement pour jumeler offre et demande d'un siège sur un avion. Il n'y a pas d'exclusivité en termes d'association, puis je veux promouvoir aussi que toutes les autres associations qui vont faire la promotion de l'aviation générale, dont Aviateur Québec, en faisant ça, est un excellent moyen de le faire. Donc, vol d'accompagnement, s'il y en a qui veulent embarquer avec quelqu'un d'autre, c'est sûr pas dans ces temps-ci de COVID, là, mais c'est un vol pour pouvoir accompagner quelqu'un en vol d'accompagnement, c'est parfait. Le projet hier, ça j'en ai parlé, c'est le En route IFR. Je regarde les autres questions. Cornwall organise une mise à jour des connaissances. Oui, les gens, vous pouvez voir les commentaires, je crois. Hein, c'est ça, donc c'est parfait. Parfait. Michel Chartier. En passant, Michel Chartier est le nouveau président d'Aviateur Québec. Félicitations, Michel. Et merci de participer, merci d'être là. Il y a de belles choses à faire et à continuer. Puis Michel qui dit on verra pas un Cessna 150 ou IGA. C'est pas des Winnebago. Voilà, fait que j'ai pas d'autres questions qui m'arrivent comme telles et des commentaires. J'espère qu'on va pouvoir répéter l'expérience une autre fois, d'une autre manière. Je pense que c'est apprécié. En voyant les commentaires. Idéalement, si on pouvait faire de l'interaction, puis c'était en duplex, ce serait encore mieux. Et, j'espère que, je sais pas combien on a de personnes qui sont embarquées. Moi, je vois pas le nombre live, là, mais j'espère que ça sert aussi à des gens. Le commentaire que ça peut être semblable, oui, on est un pays bilingue et on le fait en anglais et en français. Puis c'est sûr qu'il y a des adaptations qui se font d'une langue à l'autre selon les besoins régionaux. Mais je trouve ça plus facile de le faire une heure dans une langue, une heure dans l'autre langue, plutôt que de parler bilingue pendant une heure. Si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est plus simple comme ça. Et c'est sûr qu'en live, quand on est devant un auditoire, ben, ça va être bilingue plus que juste une langue à la fois. Mais bon, on comprend qu'on fait du mieux qu'on peut et on offre les services
totalement bilingue aux gens en français. Ceux qui sont justement en ligne en ce moment, assurez-vous d'avoir, si vous voulez bien, là, assurez-vous de choisir le français comme langue pour communiquer avec Copa. J'ai un exemple de cet après-midi. Il y a quelqu'un qui nous a laissé un message qui difficilement expliquait en anglais qu'il voulait qu'on le rappelle. Copa n'est pas une organisation anglophone, c'est une organisation nationale canadienne qui a deux langues. Et vous avez remarqué, si vous avez vu la vidéo de Lauren qui s'est présentée au départ, elle est bilingue, c'est une fille de McGill à Montréal. Moi, les gens qui sont au bureau sont bilingues et c'est pas nécessairement, c'est pas une association anglophone, on est nationale, donc c'est aussi, on donne des services dans les deux langues. Fait que voilà, je voulais faire le point. Euh, sur ce, on arrive à notre heure. Puis je vous dirais ben, merci beaucoup. La vidéo va être en ligne. On va la mettre sur notre Facebook ou notre site web aussi. C'est Lauren qui va voir ça. Mais merci. Puis si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas ou des commentaires. On est là pour vous. C'est ce qu'on fait. Merci beaucoup.